Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble la troisième partie de l'histoire des elfes sylvains expliquée par les cartes. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à les visionner avant de regarder celle-ci, et pour ceux qui sont à jour sur la série, bon visionnage. La dernière fois nous nous étions laissés à la mort d'Alisara, qui avait laissé la reine éternelle dans un terrible chagrin. Ce chagrin se changea peu à peu en amertume, puis en courroux, et ce courroux marqua le début de la saison de la vengeance. Ariel était bien décidée à identifier les responsables de la mort de sa sœur, et dans ce but, elle mobilisa toutes les ressources divinatoires d'Athel Lorraine. Elle savait que les exécutants étaient des guerriers d'Ultuan, mais il lui fallait le nom de l'instigateur de toute l'affaire. Or, Morathi avait prévu l'éventualité d'une telle recherche. Elle avait dissimulé son implication par des enchantements. Ariel se rendit bientôt compte que sa seule magie ne pourrait trouver la véritable responsable de toute l'affaire. Aveuglée par la vengeance, elle se plongea dans des recherches occultes et commença à s'intéresser à la magie noire. Grâce à ces nouvelles connaissances, Ariel put restaurer une partie des racines du monde d'Athel Lorraine. Elle créa donc un passage jusqu'à Ellyrion, patrie du prince Valédor qui avait assassiné sa sœur, et envoya Orion y assouvir sa vengeance, pendant qu'elle continuait ses recherches pour trouver les autres coupables. Orion leva donc un ost et se rendit jusqu'à Ellyrion. Les habitants du royaume réagirent lentement à l'invasion. Curnus avait toujours été leur dieu tutélaire, et ils n'étaient pas prompts à prendre les armes contre celui qui revêtait son aspect. Leur hésitation leur coûta cher, et cet été-là, les plaines d'Ellyrion furent rougies par le sang des Azurs. Orion massacra tout l'été, jusqu'à ce que même lui fût lassé, mais Ariel lui ordonna de continuer, et ce jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à découvrir que Morathi était à la tête du complot visant à assassiner sa sœur. Ariel envoya donc les Asraï jusqu'en Agaros, où ils assiégèrent Gronde, la puissance place forte de Morathi. Malekith aurait pu prêter main forte à sa mère, mais il lui en voulait toujours pour l'assassinat d'Alisara. Il ordonna donc qu'aucun Drushi ne parte secourir Gronde. Malgré l'absence de renforts ennemis, le siège fut difficile pour les Asraï, car le froid qui régnait en Agaros décourageait même les plus violentes des dryades. Mais les défenses de la cité étaient prévues pour repousser un assaut venant du nord, non pas des forêts intérieures. Les Asraï réussirent finalement à pénétrer dans la cité. Ariel et Orion purent donc acculer Morathi, qui, privé d'échappatoire, recourut à la duplicité. S'avilissant devant Ariel et Orion, la sorcière matriarche offrit tout le spectacle du repentir. Orion voulait en finir, mais Morathi avait su percevoir la magie noire qu'avait utilisée Ariel, et était prête à monnayer sa vie en échange d'une connaissance approfondie de sa discipline occulte. Ariel, déjà corrompu par son utilisation de la magie noire, céda à sa soif de pouvoir et accepta l'offre de la matriarche. Cette dernière fut donc épargnée, et ne partagea avec Ariel qu'une infime partie de son savoir, avant de s'atteler à la reconstruction de sa forteresse. De retour en Athel Lorraine, Ariel et Orion se querellèrent violemment au sujet de l'accord conclu. Cette dispute marqua un réel froid dans leur amour, et, lorsqu'au printemps suivant, les cavaliers sauvages se réunirent pour la résurrection d'Orion, Ariel les congédia sans leur donner d'explication. Ainsi, Orion cessa de renaître, et Ariel régna seule. La reine éternelle se montra de plus en plus inconsidérée, et son amertume finit par déteindre sur les esprits de la forêt. Et faute de catharsis en l'absence d'Orion et de sa chasse sauvage, ils recommencèrent à s'en prendre aux Asraï comme on ne l'avait pas vu depuis des siècles. En une décennie, la vie en Athel Lorraine était passée de l'harmonie symbiotique à la lutte pour la survie. Durtu et Adan-Hu étaient restés pacifiques malgré la folie environnante, mais même les deux plus anciens esprits de la forêt étaient impuissants à guérir la folie qui s'emparait des dryades et des Asraï. En plus de ces conflits internes, les elfes sylvains se firent de plus en plus agressifs, lançant des expéditions lointaines sur ordre d'Ariel, pour venger les torts des précédentes saisons. Des seigneurs bretoniens qui étendaient leur influence trop près de la forêt étaient repoussés. Les bastions nains qui avaient jadis envoyé des troupes contre Athel Lorraine voyaient leurs caravanes de marchands anéanties, et leurs armées en marche victimes d'embuscades. Les tribus de peau verte étaient exterminées, ou chassées de leurs tanières montagnardes. Ariel usait fréquemment de sa sorcellerie pour appuyer ses attaques. Cette situation délétère pour la Lorraine dura de nombreuses années, jusqu'à ce qu'une mauvaise nouvelle vienne encore fragiliser la position des Asraï. Morgur était une nouvelle fois réapparu, cette fois dans la forêt des ombres, et il menaçait une fois de plus la grande forêt. Pour l'occasion, Ariel décida que la corruption de cet être prendrait fin une bonne fois pour toutes. Elle allait consommer son pouvoir comme lui-même voulait le faire avec elle. La reine magicienne envoya donc un ost au nord via les racines du monde, et elle affronta sans délai la horde de Morgur. Comme précédemment, les elfes sylvains constatèrent que leurs armes étaient impuissantes contre le corrupteur, mais Ariel l'avait prévu. Au plus fort de la bataille, elle et tout un aéropage de tisseurs de charme conjuguèrent leurs efforts pour piéger Morgur et le transporter jusqu'aux chaînes des âges. Elle entrava alors l'ignoble créature avec toute la magie impie dont elle disposait, et entama le rituel pour s'approprier son pouvoir. Ariel aurait pu mener à bien ses plans désastreux, sans l'intervention de Durtu.
L'aïeul avait ressenti la perturbation entraînée par le passage du corrupteur dans les racines du monde, et fut outré qu'on puisse les profaner de la sorte. Il se hâta vers le chêne des âges, et tua Morgur avant le terme du rituel. Ariel hurla et vétipura, mais n'osa rien tenter contre Durtu. Même au plus fort de sa corruption, la reine magicienne savait qu'il valait mieux ne pas nuire à l'un des aïeux. Aussi le laissa-t-elle repartir, et prétendit depuis qu'elle l'avait fait par pitié et non par faiblesse. Les décennies passèrent, Ariel refusait toujours à Orion le droit de renaître, et les elfes sylvains se vengeaient cruellement du moindre tort qu'ils subissaient. Des marchands nains ayant pénétré dans les pics des pins furent massacrés sans merci. Quand les nains cherchèrent à se venger, les elfes sylvains détruisirent plusieurs bastions dans les montagnes grises, sans toutefois pouvoir s'attaquer aux fortifications de Karak-Norn. Plus tard, lorsqu'une armée de l'Empire égaré se hasarda dans les vertes clairières, Ariel ne se contenta pas de les faire massacrer. Elle envoya également des dryades raser la ville d'où elle était partie. Les cités bretoniennes de Paravon et de Quenelle souffrirent tout particulièrement, et furent presque abandonnées alors que les nobles comme les paysans partaient à l'ouest pour échapper à la cruauté des fées. Malgré toutes leurs victoires militaires, les elfes sylvains étaient en train de péricliter. Leur naissance ne suivait plus du tout le nombre de pertes qu'ils subissaient dans leurs campagnes, et le nombre d'elfes mourant dans des conflits internes les opposant aux esprits de la forêt devenus fous était encore plus désastreux. De nombreuses racines du monde de création récente se flétrirent irrémédiablement, quels que fussent les efforts de la reine magicienne. Pourtant, même face à un désastre aussi flagrant, Ariel ne se détourna pas de sa voie, tant son âme avait été entachée par la magie noire. C'est vers cette époque que le roi phénix Dultuan envoya des ambassadeurs en Athel Lorraine pour tenter de refermer les plaies du passé. Ariel rejeta sèchement les avances des hauts elfes, et les piégea dans le dédale de la forêt. Dépourvus du sens de l'orientation des elfes sylvains en Athel Lorraine, les émissaires y restèrent piégés des décennies. Quand ils finirent par en sortir, ce fut pour tomber sur une armée bretonienne avide de faire payer les elfes sylvains pour leur déprédation, et ils finirent leur périple sur un bûcher. Affaiblis et attristés par la situation qui ne s'améliorait guère, les aïeux de la forêt n'en purent plus. Ils sentaient les bois se flétrir autour d'eux, et ils savaient que pour prévenir la catastrophe, il était indispensable de purger la souillure dans l'âme d'Ariel. Avec l'aide d'une jeune prophétesse du nom de Naès, qui avait elle-même résisté à la démence ambiante, ils réunirent toutes les forces qu'ils purent trouver et marchèrent sur la clairière des rois. Adano-Hu tenta de raisonner Ariel. Il chercha à la ramener dans le droit chemin, mais la reine magicienne ne vit là qu'une armée venue pour la déposer. Poussant un grand cri, Ariel appela à elle les elfes et les esprits forcenés, et ordonna à ses détracteurs de partir. Ainsi éclata une bataille au cœur d'Athel Lorraine. Très inférieurs en nombre, Adano et les siens se trouvèrent rapidement en difficulté. Aussi, l'aïeul eut recours à une manœuvre désespérée. Contactant Ariel grâce à leur lien qui les unissait à la trame, Adano aspira la souillure de son cœur pour la sceller en lui. Hélas, ce geste d'abnégation fut fatal à Adano, car Ariel avait accumulé au fil des ans un fardeau trop lourd pour l'aïeul, qui en périt sur le coup. Cependant, le sacrifice d'Adano ne fut pas vain, car il permit à la forêt de sortir de sa démence. La haine des esprits de la forêt et des elfes s'évanouit en un instant, et Ariel fut purgée de sa corruption. À nouveau lucide, elle se rendit compte de tout le mal qu'elle avait fait, et de l'interruption des cycles naturels qu'elle avait causés par égoïsme. La reine magicienne s'enfuit en sanglotant et s'enferma dans le chêne des âges, pour se repentir et réparer les torts qu'elle avait commis. La saison de la vengeance arrivait enfin à son terme, et une ère de restauration pouvait commencer à travers la saison de la rédemption. Avant de s'isoler du monde, Ariel fit revenir Orion. Son retour n'avait jamais été nimbé d'autant de chagrin, car la reine et son consort échangèrent bien davantage de mots durs que de paroles aimables. Puis, la reine éternelle partit s'isoler dans le chêne des âges, et on ne la revit plus pendant de nombreuses années. Orion mourait en hiver et était ressuscité au printemps par les cavaliers sauvages, mais il régnait maintenant seul. En dépit de l'absence d'Ariel, le cycle de la vie se poursuivait. Les limites de la forêt étaient sous bonne garde, les clairières vénérables étaient entretenues, et les hardes d'hommes-bêtes errantes étaient éradiquées comme il se devait. Cependant, sans leur reine, les Asraï étaient désorientés et ne savaient que faire. Un grand conseil eut lieu pour déterminer ce qu'ils devaient faire, et il y fut décidé que les elfes sylvains devraient se racheter pour les torts qu'ils avaient commis aux humains et aux nains voisins, coupables d'ignorance plus que de malveillance. Les Asraï espéraient en effet que de tels gestes bienveillants pourraient accélérer la régénération de la trame, et renforcer la Bretonie pour qu'elle puisse à nouveau servir de rempart à Athel Lorraine. Tout semblait bien se passer durant les premières décennies. Les elfes sylvains appliquèrent la décision du conseil, et plus d'un tas de nains ou d'un seigneur bretonien incrédule vit une défaite annoncée se transformer en victoire grâce à l'intervention des archers d'Athel Lorraine. Parmi ces nombreuses issues heureuses, la plus notable fut celle du siège de Brionne et de Quenelle, quand les Skaven émergèrent de leur empire souterrain. 3 jours et 3 nuits durant,
les agiles guerriers d'Athel Lorraine combattirent aux côtés de la fleur de la chevalerie bretonnienne, jusqu'à rejeter les ignobles hommes-rats dans les tunnels. En l'honneur de cette victoire, le commandant de l'Ost d'Asraï, un certain Arda, fut nommé chevalier du royaume à titre honorifique par le duc Mérové de Moussillon. En preuve de sa bonne foi, Arda accepta le titre et les décorations bretonniennes, qu'il porta tout au long du banquet en l'honneur de la victoire. Mais dès que l'Ost Asraï repartit en Athel Lorraine, il se débarrassa de ces décorations qu'il considérait comme grotesques. Bien que ni les nains ni les humains ne comprirent pourquoi les elfes sylvains se portaient soudainement à leur secours, ils acceptèrent l'aide des Asraï, qui n'était pas de trop pour faire face aux menaces qui se pressaient à leurs frontières. Au fil des ans, les Bretoniens finirent par reconsidérer les Fées des Bois comme des alliés. De leur côté, les nains acceptaient l'aide des Asraï mais ne rayaient aucune des lignes qui leur étaient dédiées dans leur livre des rancunes. Orion se battait avec une ferveur sans pareille. Il ne connaissait que trop bien la peine de sa reine, et il voulait l'apaiser. Si cela impliquait de combattre pour des nains malodorants, son âme supporterait ce fardeau. En tant que dieu, il était capable d'exploits inconcevables pour les mortels. Cependant, année après année, les campagnes d'Orion devenaient plus longues et plus sanglantes. Dans les tréfonds du chêne des âges, Ariel le perçut et en fut troublé. Les elfes sylvains n'avaient rien à gagner si Orion, par colère, réitérait les erreurs de la saison précédente. Ariel comprit alors à quel point la survie d'Athel Lorraine dépendait de l'équilibre entre son consort et elle-même. Malheureusement, elle n'était toujours pas prête à quitter le chêne des âges pour rejoindre le conseil. Elle décida donc de se faire représenter par des émissaires qui porteraient sa voix auprès du conseil. Ariel choisit pour cette tâche deux jumelles du nom de Naestra et Araan. On ne les distinguait qu'à leur manière et à la couleur de leurs cheveux. Naestra, à la crinière noire, était noble et chaste. D'une caresse, elle pouvait guérir les pires blessures, et c'est à contre-cœur qu'elle faisait du mal, même à l'être le plus vil. Au contraire, la chevelure d'Araan était de neige pure, mais son âme féroce se complaisait dans la mêlée. Elle recherchait toutes les sensations que la vie pouvait offrir, et se conduisait à la limite de l'inacceptable, même pour une société aussi permissive qu'Athel Lorraine. Dans un premier temps, le conseil refusait de reconnaître Naestra et Araan, car aucun elfe vivant ne les connaissait, et les esprits de la forêt étaient muets à leur sujet. Les jumelles étaient traitées avec un respect prudent, mais elles n'avaient pas accès à la clairière des rois. Naestra ne prit pas ombrage de cette vexation, et Araan réagit par des menaces tonitruantes. Ce n'est que lorsque l'été fit place à l'automne, et qu'Orion revint, que le sujet fut réglé. Le roi des forêts reconnut aussitôt en elle l'essence de sa reine, et il confirma leur autorité malgré le camouflet que leur présence impliquait. Par la suite, Naestra et Araan prirent la place d'Ariel au conseil, non pas en siégeant sur son trône, mais en se tenant de part et d'autre lors des débats. Elle ne prenait la parole que pour contrebalancer l'humeur dominante. Naestra s'adressait au conseil en été principalement, pour tempérer l'impulsivité du moment, alors que les interventions fracassantes d'Araan luttaient surtout contre la torpeur hivernale. Les deux jumelles servirent ainsi d'émissaires à Ariel durant de nombreuses années. Au bout de plus de 3 siècles d'exil, Ariel décela la réapparition de Morgur. Elle sentit que cette incarnation du corrupteur était la plus puissante de toutes, et que pour la vaincre, toute la Lorraine devait être unie. Bien qu'Ariel ne se sentait pas pleinement guérie, elle se résolut donc à sortir du chêne des âges et à reprendre ses fonctions de reine. La fête célébrant le retour de la reine fut grandiose. Les elfes sylvains avaient fini par considérer leur reine comme perdue, et ils ne dissimulaient pas leur joie de la voir revenir. Même les esprits de la forêt, dont les souvenirs remontaient plus loin que ceux des elfes et qui avaient subi de plein fouet l'aliénation d'Ariel, étaient heureux de son retour. Comme point d'orgue des festivités, il y eut les retrouvailles d'Ariel et d'Orion, qui avaient été séparés des siècles durant. L'ambiance festive ne fut nullement amoindrie par le fait que le retour d'Ariel survenait à la veille d'une grande bataille. Les Asraï disaient même que si leur reine était revenue à cause du corrupteur, alors cette abomination avait au moins accompli quelque chose de bénéfique au cours de son existence pervertie. En dépit des festivités et de son retour, la reine éternelle garda une infime part de la corruption en elle, car personne ne peut totalement se remettre de l'influence de la magie noire. Malgré cela, Ariel accompagna Lost qui partit 1 mois après son retour. Les Asraï retrouvèrent la harde de Morgur dans la forêt d'Ardennes, alors qu'elle venait d'anéantir une armée de chevaliers venus de Gisore. Galvanisés par cette victoire, les hommes bêtes beuglaient des défis à l'encontre des elfes, persuadés de leur future victoire. Ils avaient tort, le commandement de Lost fut naturellement donné à Orion, qui fit pleuvoir une pluie ininterrompue de flèches sur les hommes bêtes. Ceux qui ne succombaient pas aux traits Asraï étaient écrasés par les sabots de la chasse sauvage. Au même moment, Ariel contenait tous les sorts lancés par les chamans de la Harde, et Naestra et Araan survolaient le champ de bataille sur le dos d'un puissant dragon des forêts, semant mort et destruction dans les rangs des hommes bêtes. Les sabots fourchus ne purent bientôt plus tenir, et s'enfuirent à travers les bois. Seul resta Morgur, beuglant encore de défis malgré la situation qui tournait à l'avantage des elfes. Il fut criblé de centaines de flèches sans pour autant succomber,
jusqu'à ce qu'un certain elfe du nom de Scarlock finit par atteindre son orbite, le laissant raide mort. Grandes furent les réjouissances en Athel Lorraine au retour de Lost. De nombreux héros se firent un nom ce jour-là, notamment Scarlock, qui avait achevé d'une flèche le grand corrupteur. Ainsi s'acheva la saison de la rédemption. Ariel et Orion étaient enfin réunis, et l'esprit tourmenté des elfes sylvains avait retrouvé son intégrité. Cette saison laissa sa place à la saison de la ruine. Nous verrons cette ultime saison de l'histoire des Azraï dans le prochain et dernier épisode de la série sur l'histoire des elfes sylvains expliquée par les cartes. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à vous abonner, ça me soutient toujours énormément. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour conclure cette série. Allez, à la prochaine!